Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour cette petite séance de formation, 52 minutes. On essaie de se tenir à l'horaire de fin de 21 heures, parce qu'on est tous bien sollicités, bien chargés en ce moment. Je m'appelle Joris Darfin, je suis bénévole pour l'association Fédération culturelle française EFCO, dont Claire, ici présente, est présidente, Gilbert, trésorier, Sophie, administratrice. Je ne sais plus si tu es secrétaire, Sophie, ou... Ouais, c'est ça? Secrétaire, oui. Ouais. Et puis voilà, je crois que les autres, donc vous êtes accueillants, potentiels, bénévoles, etc. Et donc c'est une soirée à la fois pour vous et puis pour ceux qui regarderont en replay sur la notion d'interculturalité. Du coup, je ne sais pas si cette question d'interculturalité vous parle, pourquoi vous êtes venu, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent en dire un mot? Pourquoi ça vous parle? Pourquoi vous êtes venu? Thierry, Christophe, Thomas, Estelle, Laurie, d'autres. Vas-y Thierry. Oui, pour essayer, à travers ce que tu vas nous dire, je risque de mieux comprendre les Ukrainiennes principalement et les enfants que nous accueillons, mieux Ok. comprendre comment dire leur façon d'être, leur façon de faire. Voilà. Ok, ça marche. Et il y aura aussi une deuxième soirée vraiment sur la culture ukrainienne. Là, on est vraiment sur l'approche un petit peu générale de la rencontre interculturelle. Je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine et de la culture ukrainienne, mais il y aura du coup une deuxième soirée vraiment sur la culture ukrainienne. Là, je vais essayer, moi, d'avoir une approche un petit peu transversale sur la question d'interculturalité. D'autres questions, Ok. d'autres... Du coup, peut-être pour commencer, la culture, c'est quoi? Je ne sais pas si quelqu'un saurait se lancer dans une définition. Quand on parle de culture, on parle de quoi? Qu'est-ce qui fait la culture? Claire, tu as envie de te lancer, vas-y. Oui, en fait, pour avoir fait une semaine sur ce sujet, en Mhm. formation, sur qu'est-ce que c'est que la culture, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas nature. À partir du moment où l'homme a met sa patte, ça devient quelque chose de culturel. Ok, C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas vierge de la présence de l'homme, eh ben, ça fait partie déjà de la culture. ok. Les autres, ça vous parle? Oui. Oui, moi ça me parle un petit peu. Je dirais que peut-être, alors sans formation ni rien comme ça, brut de pomme, ça a un rapport étroit avec l'histoire d'un Mhm, pays, les mœurs, voilà. mhm. Qu'est-ce que tu appelles les mœurs? Les habitudes. Ouais. Les habitudes, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on a expérimenté, ce qu'on n'a pas expérimenté, ce qu'on Mhm, maîtrise, ce qu'on ne maîtrise pas. mhm. C'est vrai qu'il y a de multiples définitions de la culture. Là, je vais vous livrer celle de l'UNESCO. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels. Donc, spirituel, ça va avoir aussi des influences dans le sacré, dans le religieux, dans le philosophique. Matériel, avec des questions de monuments, d'objets du quotidien. Intellectuel, affectif, qui caractérise une société ou un groupe social. Groupe social, ça peut être, je ne sais pas, les Basques, par exemple. Ça peut être les Français, ça peut être les Européens. Donc, finalement, plus on élargit, plus on aura des choses transversales, plus on est précis, plus on aura des choses un peu spécifiques. Ça englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs et les traditions et les croyances. C'est très, très large. Par exemple, la question de la religion fait débat. Est-ce que la religion fait partie de la culture ou pas? Est-ce que les habitudes, les traditions font partie de la culture? Ça pourrait être sujet de débat. Moi, je me souviens d'un historien qui disait la culture, c'est tout ce qui n'enferme pas. Du coup, il mettait plutôt la religion en dehors de la culture à côté, mais bon, ça peut faire débat. Et du coup, si on part de ça, euh, qu'est-ce que vous connaissez de la culture ukrainienne? Par exemple, alors on va remonter à il y a un mois, parce que peut-être depuis 3 semaines, vous êtes un peu plus renseignés, mais levez la main, celles et ceux qui connaissaient un homme politique ukrainien il y a 3 semaines ou plus. Ouais, je vois pas de main levée. Qui connaissait un artiste ukrainien? Artiste ukrainien, pas trop. Ouais, un plat ukrainien, un plat de cuisine ukrainienne.
Non, j'en vois pas non plus. À Claire. Alors, lequel tu connaissais, Claire? Bah, en fait, moi, j'ai passé 10 jours en Ukraine et donc dans une famille. Alors, lequel j'ai mangé que ukrainien pendant une semaine, enfin pendant 10 jours. Et du coup, là, te redonner un plat, Mais du coup, ton c'était expérience de découverte de la cuisine ukrainienne, c'était des paysans pour toi? C'était bousculant pour toi ou pas trop? pas trop, je Ok, dirais. ok. Je dirais pas trop. Sauf que ben, tout ce qui est sucré, tout ça, il n'y a pas beaucoup. Et donc, on mangeait surtout des plats salés. Mais moi, ce qui m'avait surpris, c'est qu'ils cuisinaient dans des toutes petites casseroles. Mais Mhm. alors, c'était plein à ras-bord et j'en avais autant que moi dans mes casseroles beaucoup plus grosses, quoi. Je me disais, mais ils vont jamais nous nourrir avec une petite casserole comme ça. Bah si, on avait tous à manger et il en restait encore derrière. Mais c'était très bon. C'était Ok, délicieux. ok, ok. C'était Donc ça, c'était Est-ce que pour je la peux... cuisine. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, question cuisine. Claire, est-ce que tu peux m'éclairer sur le haricot vert en Ukraine? Il y a un truc qui se passe là sur tous les accueillants avec le haricot vert. Et voilà. Enfin, Ah bah non, voilà. là, je peux pas te dire. Non, Ok, bon, Tu veux dire j'en qu'il ai se- pas de qu'il se- souvenir. qu'il se Pourquoi passe, ils c'est-à-dire, aiment ou ils Élodie, aiment pas? c'est comme si tu leur présentais des grenouilles, quoi. C'est un truc de Ah malade, ouais? quoi. Le haricot vert, et tous, parce que Nadia, qui a accueilli les chauffeurs, bah, elle a fait la gaffe aussi de présenter du haricot vert, et voilà. Et ils étaient très surpris. très surpris, et surtout, mais c'est vraiment dégoûté. En fait, Ah oui, genre, ils font 2 pas de recul quand tu présentes du haricot vert. Donc voilà, ah, c'est c'était juste, marrant. je ne veux pas faire un hors-sujet, tu vois, sur le. Non, non, mais sur c'est pas du tout un hors-sujet, c'est vraiment une illustration de ce qu'on appelle la rencontre interculturelle ou du C'est choc ça. interculturel. Et quand tu es finalement, quand ce que tu rencontres, ça rentre pas dans ton référentiel de la même manière que ça l'est dans le référentiel du pays dans lequel tu vas, bah ça fait du choc, quoi. Par C'est ça. exemple, lorsque tu es malien et que tu arrives en France et puis que tu découvres le papier toilette, il y a du choc parce que les gens se rendent compte que on ne se lave pas les fesses après avoir fait caca, mais qu'on s'essuie avec un petit sopalin et puis qu'on se dit que ça suffit. Et pour un Malien, pour un Algérien, etc., c'est un choc de découvrir ça. Ils se disent, mais ça, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça, c'est pas correct, c'est pas propre, etc., etc. Donc, il y a vraiment, quand on se retrouve dans un autre référentiel culturel que le sien, des fois, il peut y avoir une rencontre un petit peu douce, un petit peu progressive, puis il peut vraiment y avoir du choc, comme si tu découvres que, en effet, il y a la question des haricots verts ou des grenouilles, du papier toilette ou de vivre avec les anciens, par exemple. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup voyagé au Mali et quand on expliquait aux copains maliens que nos parents, quand ils vieillissaient, ils étaient en maison de retraite, ils n'étaient pas chez nous, les 2 premières semaines, ils nous ont pas cru. Ils ont cru qu'on leur faisait une blague et au bout d'un moment, ils ont commencé à se faire à l'idée et ils ont vraiment eu du mal à nous considérer comme des humains à leur niveau d'humanité parce que c'était vraiment inhumain, selon eux, dans leur référentiel, de mettre nos anciens dans les maisons de retraite. Après, voilà, après Orpea et tout ça, on peut se poser des questions aussi et être critique sur notre culture, mais en tout cas, voilà, il y avait ce choc-là. Et ce que je faisais en vous posant la question, je pourrais continuer avec les sportifs ukrainiens, les chanteurs ukrainiens, etc., etc., c'était aussi pour mettre en valeur le fait qu'il y avait on a peu de connaissances de la culture ukrainienne. Et d'une certaine manière, on est beaucoup plus proche, culturellement parlant, sur ces éléments de culture que j'ai dit, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Mali, ou d'autres pays comme ça, parce que on connaît, par exemple, si je vous parle de l'Algérie, j'imagine qu'un petit peu plus d'entre vous va connaître un homme politique, un chanteur, un artiste, un plat, etc., etc. Donc, il y a aussi d'autres choses qui font que culturellement, on est plus proche des Ukrainiens que des Maliens ou des Esquimaux ou des Aborigènes, ou je ne sais pas, c'est vraiment très, très variable. Mais en tout cas, la culture ukrainienne, par rapport à nous, c'est quand même une différence, et on le voit avec, par exemple, la question des haricots verts, et ben que ça peut, sur des petites choses comme ça, faire un petit peu de choc. Et donc, la question derrière ça qu'on peut se poser, c'est comment notre culture influence nos comportements et notre communication. Comment est-ce que vous communiquez quand vous êtes avec des Ukrainiens ou avec d'autres gens? Comment eux, ils communiquent? Quels sont leurs comportements? Et par exemple, la surprise, le rejet du haricot vert, ça va être notre leitmotiv de la soirée. Et comment finalement on arrive à ne pas être à être dans de l'observation et pas du jugement, et à éviter d'avoir une vision du monde qui va être ethnocentrée avec des jugements qui en découlent. Alors ça, je ne sais pas si ça vous parle, mais si par exemple, j'estime qu'il ne faut pas laisser pleurer les bébés,
et qu'un bébé qui pleure, c'est un bébé qui a besoin de quelque chose et qu'il faut essayer de le consoler, et que je vais accueillir, ça nous était arrivé beaucoup avec l'ouvre-porte à Tarare, des Albanais, Albanaises qui laissent pleurer les bébés pendant des heures et pour qui c'est une pratique qui est tout à fait acceptable. Après, ça se débat, hein, mais il y a des pédiatres quand même qui disent qu'aucun bébé n'est mort de pleurer. Et bien, ça peut être hyper choquant pour nous, et on peut être rapidement dans le jugement en se disant, elles ne s'occupent pas bien de leur bébé, elles le laissent pleurer pendant 2 heures sans aller voir ce qui se passe. Donc, il y a cette question de comment finalement ma culture à moi va impacter ma manière de voir le monde et peut apporter du jugement. Dans un sens comme dans l'autre, hein, des Ukrainiens qui vont juger la manière dont on vit, nous qui allons juger la manière de vivre des Ukrainiens. À part les haricots verts, vous avez des exemples déjà des premiers jours de rencontre? Ou de rencontres d'autres cultures, quand vous êtes allé en Erasmus au Danemark, où vous avez voyagé au fin fond de l'Iran en vélo, que sais-je? Pas trop? Ben alors, du coup, Claire? moi, oui. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de pays en Europe et j'ai eu plusieurs surprises. Et donc, en Slovénie, j'ai été accueillie dans une famille et il y avait un grand repas de famille. On était à peu près une quinzaine. Et la maîtresse de maison donc c'était mon amie en plus, la maîtresse de maison. Elle était dans la cuisine, elle amène un énorme plat qu'elle pose sur la table. Et moi, j'étais au centre de la table. Elle me sert et elle me dit, et tout le monde me dit, bah, maintenant tu manges. Mais personne d'autre était servi que moi. Donc pour moi, c'était très impoli de manger avant que tout le monde soit servi. Alors j'explique ça, je dis pour moi c'est compliqué de manger toute seule et que tout le monde me regarde alors que je me sentais mal de le faire. Et ils m'ont dit si tu manges pas maintenant, tu ne vas pas faire honneur parce qu'il faut manger pendant que c'est chaud et donc il faut manger tout de suite. Et ben ça n'a pas été évident pour moi ça n'a pas été évident. Donc ils ont commencé de servir les autres, mais en fait on sert au fur et à mesure qu'on est servi. Voilà, bah, c'était une petite chose, mais ça m'a marqué parce que je m'en rappelle encore. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Ok. Et en fait, j'avais comme une espèce de, je ne sais pas si c'était une fierté ou de la bêtise ou je ne sais pas quoi, mais il fallait que j'attende que tout le monde soit servi pour manger. Mais du coup, bah, eux, ça les choquait. Bon, c'est tout bête, mais Parce que dans toi, ton système de valeurs, ton système, ta manière, ton référentiel, c'était quelque chose qui était bien finalement, d'attendre que tout le monde soit servi pour manger. ouais, mais pas pour eux. Ouais, Ok. voilà. Salut Lénaïque qui nous a rejoint, je n'avais pas vu, pardon. D'autres choses où vous vous êtes retrouvés un petit peu perdus, ou des gens que vous avez accueillis se sont retrouvés perdus en lien avec ce contexte interculturel? Ah Je oui, moi pense. j'ai. Vas-y, Élodie, ouais. Ouais, moi j'ai. Alors, bon, ici, concernant l'accueil, franchement, il n'y a pas tant de différences. Enfin, j'ai pas palpé, en tout cas, pour l'instant, tant de différences que ça. En Mhm. revanche, j'ai une petite anecdote sympa. Quand je travaillais aux États-Unis, ça a été le moment de Noël. Et j'ai été conviée évidemment à un repas de Noël. Et le repas, merveilleux pour eux, était du coca avec du maïs chaud. Mhm. Et en fait, boire du coca à Noël, j'étais horrifiée. J'ai vraiment eu du mal à le comprendre et pour eux, c'était vraiment absolument génial. Alors évidemment, je suis restée polie et tout, mais quand je suis rentrée voilà, pour dormir, je me suis dit, mais mon Dieu, comment peut-on fêter Noël avec du coca et du maïs chaud et une patate cuite au micro-ondes? Mais Mhm. malgré tout, humainement, ça a été un merveilleux Noël. Voilà. Et Ok. c'était le leur. Et la question qu'on se posera après, c'est comment on fait du coup pour essayer d'observer et de vivre les choses sans jugement, et en tout cas de ne pas porter de jugement de manière visible par les personnes avec qui on partage ce moment de rencontre interculturelle, parce que des fois, ça peut être aussi mal perçu. S'ils ont l'impression que tu portes un jugement sur leur coca et leur maïs, potentiellement, ça peut malheureusement influencer votre relation, ça peut influencer la confiance qu'ils ont après, enfin, la communication que vous avez. Donc, c'est vraiment ça, c'est notre culture, elle influence notre manière de voir le monde et ça influence notre comportement et notre communication dans la rencontre. Et on peut essayer de prendre un tout petit peu de recul, c'est pas toujours facile, mais pour observer sans jugement et pour écouter de manière empathique, par exemple, lorsque les gens nous racontent des choses, sans forcément être dans la comparaison avec ce qu'on vit nous. Et il y a un modèle, si vous avez d'autres
anecdotes, n'hésitez pas, qui est assez intéressant sur cette question de l'interculturalité qu'on appelle l'iceberg de l'interculturalité et qui distingue finalement deux choses. Ce qui est de l'ordre de la perception immédiate lorsque on est dans le cadre d'une rencontre interculturelle. Par exemple, si vous allez vivre au Brésil pendant un an à partir de demain, il y a des choses que vous allez percevoir immédiatement comme différence et puis des choses pour lesquelles ça va prendre plus de temps. Vous allez vous en rendre compte peut-être au bout d'un mois, un an. Et du coup, est-ce qu'on peut se donner quelques exemples de ce qu'on perçoit immédiatement? Donc, on a dit, par exemple, il y a la question de l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose qu'on perçoit immédiatement. Bien sûr, il y a par exemple la question aussi de la langue. Qu'est-ce qu'on perçoit immédiatement et qu'est-ce qu'on met plus longtemps à se rendre compte? Dans ce qu'on perçoit immédiatement, il y a quoi? Après, il y a Enfin, moi, je l'avais vécu à l'île Maurice. Ouais. À l'île Maurice, mais c'était avec la culture un peu hindoue et puis un peu différent. C'est que c'était au niveau de l'hospitalité. Il y avait vraiment des échanges. Enfin, l'hospitalité était une chose tellement énorme pour eux qu'il fallait absolument. Enfin, ils s'excusaient presque de ne pas nous avoir connus avant parce qu'on avait loupé une grande fête ou des choses comme ça. Chez certaines, enfin, en ayant un petit peu voyagé, l'hospitalité est, je trouve, quelque chose de très important selon où on va. Elle est plus ou moins ancrée dans leur vie, en fait. Ok, et ça, c'est quelque chose que tu as perçu immédiatement? Et bah, au tout début, non, parce qu'on partageait Ok, donc plutôt une un perception truc différée. de foot, quoi. Enfin, assez rapidement, quand même, si. Parce qu'en fait, au début, c'était juste un partage de jeux de foot, quoi, de jeux de ballon. Et en fait, ça s'est fini où on a dû. Elle était en train de cuisiner, il a fallu qu'on goûte le plat cuisiné. Elle nous a offert des choses qu'elle avait fait main. Et en fait, on ne l'a connue que même pas une demi-journée, cette dame. Enfin, cette famille. C'est que c'était quelque chose qui comptait énormément pour eux, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui est de l'ordre de la perception immédiate ou de la perception différée, Sophie? Oui, moi, quand je suis allée au Burkina Faso, au début, juste dire bonjour, entrer en communication, c'était un peu bizarre. Ils avaient une espèce de façon de claquer des doigts en serrant la main, enfin, voilà. Et même sur le rapport au marchandage, tout ça, c'était compliqué avec certaines personnes. Ensuite, je trouve j'ai vite appris ces codes superficiels. Et au bout de 2 semaines, je me suis vraiment rendu compte que c'était très difficile de rentrer en communication véritable avec les femmes de là-bas. J'avais l'impression qu'il y avait une barrière infranchissable. Bon, déjà, les femmes, on les côtoie pas beaucoup. Enfin, c'est plutôt les hommes, les jeunes hommes qui viennent beaucoup nous voir et qui cherchent à créer des liens. Les femmes sont beaucoup plus en retrait. Et j'avais l'impression que c'était impossible, en fait, d'établir une communication avec elles. Et avec les hommes, je trouvais aussi qu'il y avait comme un espèce de fossé infranchissable par rapport aux croyances, par rapport... les fétiches, tout ça, c'est très, très, très vivant chez eux. Et il y a vraiment des pensées magiques qui sont très, très fortes et qui sont difficiles quand on n'est pas dans cette culture à assimiler, en fait, à partager, quoi. On peut les comprendre, on peut les accepter, mais les comprendre, c'est difficile. Voilà, Ok. Donc, dans ce que tu dis, ça m'évoque notamment la question des liens interpersonnels avec certaines parties de la population, les croyances, la religion, le rapport à la mort. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous sautent aux yeux tout de suite, et puis des choses qu'on met plus longtemps à se rendre compte? Moi, je vous disais, il y avait la question du rapport à nos anciens que j'ai mis un petit peu du temps à comprendre. Et puis, pour revenir sur la croyance, je suis allé 6 fois 2 mois au Mali. C'est seulement la 3e ou 4e fois que j'ai compris à quel point c'était inconcevable pour eux que quelqu'un ne croit pas en un Dieu, n'importe lequel, mais en un Dieu. Et du coup, quand vraiment j'ai compris ça et puis qu'on en a discuté avec le copain que je revoyais chaque année là-bas, je lui aurais dit que tous les soirs, je m'élevais à 1 mètre du sol en invoquant l'esprit de l'air, ça l'aurait moins choqué, je pense, que lorsque lui, il a compris que je ne croyais pas en un seul Dieu. Donc, il avait un rapport au sacré que j'ai mis beaucoup de temps
à comprendre, et au-delà finalement de savoir, qu'ils me disent, bah oui, je crois forcément en un Dieu, ok, ça j'ai compris, mais je n'avais pas compris à quel point c'était fondamental et que c'était tellement lié à l'existence même pour cette personne, enfin pour l'ensemble des Maliens en tout cas. Il y a la manière de consommer aussi, je trouve, qui Ouais. peut être vite visible. J'avais été aux États-Unis, on avait été dans un magasin, en fait, et tout était en XXL, mais enfin, les paquets de chips, les œufs, c'était même pas des vrais œufs, c'était des jaunes d'œufs dans des bouteilles. Et du coup, c'est vrai que cette perception au départ de faire les courses, c'était assez drôle, quoi. Ok. Donc, la notion du temps aussi. Moi, je travaille pas mal avec l'Afrique et c'est vrai que je trouve qu'on a une notion du temps très... Alors, c'est pas quelque chose que peut-être on perçoit tout de suite. Et aussi, une autre chose, c'est que, par exemple, je sais qu'entre l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, alors là, je ne sais pas trop comment le dire, mais en gros, en Afrique de l'Ouest, ils vont vite dire ce qu'ils pensent. Alors que, par exemple, à Madagascar, moi, j'ai mis longtemps à comprendre qu'on va toujours nous dire oui, même si c'est non. Enfin, voilà, qu'il y a certaines cultures qui ont du mal à dire ce qu'ils pensent, à être francs, et que donc, du coup, en fait, parfois, il faut un peu creuser pour être sûr de ce qu'on a compris ou de ce qu'on va avoir en fonction de ce qu'on demande. Ok. Dire ce qu'on pense ou pas, expression du désaccord, ouais. Je voulais revenir sur l'hospitalité. En Algérie, j'ai été invitée au mariage de ma cousine, puisque j'ai une tante qui est mariée avec un Algérien. Donc, sa fille se mariait. Et déjà dans l'avion, le père, donc mon oncle, a demandé à ses filles de se sortir du hublot pour que je puisse aller vers le hublot. Après, arrivé là-bas, j'avais toujours la meilleure place. J'étais toujours servie la première. J'avais le meilleur lit. Et contrairement, mes autres cousines, elles étaient... elles le vivaient très très mal et elles me l'ont appris bien plus tard qu'elles ont souffert dans l'avion de ne pas avoir pu voir en bas, que d'être mal servies, d'en avoir moins. Et en fait, l'hospitalité, il y avait justement la pointe de l'iceberg. Pour moi, c'était merveilleux. Mais pour d'autres personnes, il y en a qui en souffraient. Voilà. Okay. Et que ça, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est après. Après, ce que tu dis, ça me fait penser, c'est pas dans ta situation, mais ça me fait penser aussi à la différence entre quelque chose de culturel et puis quelque chose qui est de l'ordre de la manière d'être individuelle au sein de la culture française. Si vous partez en vacances avec 50 Français différents, ils ne vont pas se comporter de la même manière dans tout un tas de choses, dans leur manière de consommer, dans leur expression du désaccord, etc., etc. Donc aussi, à l'intérieur d'une culture, il y a plein de manières d'être et de faire. Et peut-être que ce monsieur, Claire, était particulièrement dans un excès ou dans l'autre sur les questions d'hospitalité, on ne sait pas, mais voilà, c'était pas pour se focaliser sur l'exemple que tu donnais, mais pour rebondir en se disant que il y a aussi des comportements individuels qui ne sont pas forcément toujours à expliquer avec la question interculturelle. Quelqu'un qui ne dit jamais s'il te plaît, qui ne dit jamais merci, qui est hyper exigeant, etc., etc. C'est pas parce que la personne est ukrainienne peut-être, parce qu'il me semble avoir eu plein de retours d'Ukrainiens qui avaient les mêmes codes de politesse que nous. Donc c'est peut-être juste que cette personne, elle est impolie dans quel que soit le référentiel, que ce soit son référentiel de pays de départ ou dans notre référentiel de pays d'arrivée aussi, quoi. Donc voilà, je me permets aussi cette petite distinction. Je pensais aussi beaucoup à la communication non verbale. Je me souviens, moi, avoir un moment où j'étais enseignant au Mali, enseignant en France, en Seine-Saint-Denis, après être revenu du Mali, et où j'avais des collègues qui étaient excédés par l'impolitesse de certains élèves. Je leur disais, mais pourquoi ils sont impolis? Des élèves d'origine malienne. Et en fait, c'était sur de la communication non verbale où les profs interprétaient ça comme de l'impolitesse. Et moi, j'avais passé un petit peu de temps au Mali et je ne le voyais pas comme quelque chose d'impoli parce que j'avais appris plutôt que ce genre de communication non verbale, ça pouvait être de la surprise, de l'étonnement, de l'intérêt, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui était insultant, quoi. Donc voilà, c'est un autre exemple de ce qui est de l'ordre de la perception différée. On ne va pas forcément tous se les faire, mais si vous voulez, je vous donnerai le lien de ce tableau Klaxoon. Il y a, je vais le mettre en zoom, il y a deux tableaux là, dans ce document que je partage. Comment je remonte
tac. Pourquoi bon. Tac, tac, je vais faire comme ça. Donc là, dans celui du haut, perception immédiate, donc on n'a pas cité par exemple l'art, la littérature, la musique, etc. Et sur ce qui échappe à la perception immédiate, notion de ce qui est juste. On en parlait un petit peu sur est-ce que c'est juste de laisser l'étranger, l'étrangère être auprès du hublot. Et je pense que sur la notion de ce qui est juste, c'est un des trucs qui échappe à la perception immédiate, qui peut faire du quiproquo, qui peut rendre difficile la relation parfois. Parce que nous, on trouve ça pas juste, eux, ça leur pose pas de problème, ou l'inverse. La façon de regarder et la façon dans la communication non verbale aussi, d'être plus ou moins proche. Si vous allez en Algérie, les gens, quand ils se parlent, ils sont à peu près à 60-70 cm d'une tête à l'autre. Si vous allez en Scandinavie, c'est plutôt 1,20 m. Nous, c'est plutôt 1 mètre. Donc, entre une culture ou une autre, on n'a même pas forcément la même manière d'être positionné l'un par rapport à l'autre quand on se parle. Et ça, on ne le perçoit pas tout de suite. Donc, si on est dans notre mode ethnocentré, à se dire, moi, je suis à l'aise quand la personne elle est à 1,20 m, puis qu'elle se met à 60 cm de votre visage, vous allez la trouver intrusive. Et potentiellement, on va être dans le jugement en disant, cette personne est intrusive. Alors que c'est juste qu'elle, dans sa culture, dans ses codes culturels, eh bien, ça n'est pas intrusif d'être à 60 cm, visage à visage, quand on parle à quelqu'un qu'on ne connaît pas trop. Ça vous parle, ça? Moi, sur le coup, je l'ai vécu en ayant de la famille suisse et de la famille française. Et en fait, on avait clairement la différence. Je me rappelle, mon arrière-grand-mère, c'était... nous, on devait rester... on arrivait chez elle, on était assis sur le canapé à ne pas bouger et à même pas se servir des chocolats qui étaient des couleurs vives dans un bocal à poisson, quoi. On savait qu'il fallait qu'on soit comme ça, pas accès à la salle à manger où c'était fait exceptionnel pour que la porte soit ouverte où y aller. Et on avait mon autre grand-mère où c'était la grosse fiesta, quoi. Enfin, là, on sentait la liberté, on sentait... Ça restait qu'on était hyper bien reçus, qu'il y avait énormément de choses qui étaient données. Mais alors, par contre, tout ce qui était côté suisse, c'était très... on dit rien, tout est carré, tout est carré, quoi. Non. Thomas, je me permets de désactiver le micro, je crois que c'est pas à nous que tu parles. Et du coup, oui, bon, pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Lénaïque, rapproché de ce que je disais aussi, moi, je me souviens quand j'étais allé avec des ados en Suède, en Norvège, c'est comme aux Pays-Bas, la propriété privée, l'espace de vie privée, c'est quelque chose qui est beaucoup moins ouvert que ça ne l'est, par exemple, en France ou ailleurs. Et dans un camping, c'était camping chez l'habitant, j'avais fait un pas j'avais mis un pied dans la maison parce que je devais payer la personne et je n'avais pas pensé qu'il fallait l'attendre sur le palier et surtout pas passer cette barrière imaginaire. Et là, la personne m'a dévisagé. J'ai vraiment eu l'impression que je l'insultais, quoi. Et donc, c'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout la même perception de la propriété privée et de l'espace privé. Par exemple, je me souviens de quelqu'un en Polynésie française qui était étonné. Donc, il arrive en Polynésie française, il s'installe et puis le lendemain, il rentre du boulot et il y avait son voisin qui était en train de se doucher chez lui. Il dit, mais vous êtes rentré et tout? Bah oui, ma douche était en panne, merci, c'était sympa. Puis le surlendemain, il revient du boulot et les voisins avaient acheté plein de trucs à l'apéro, l'avaient installé sur la table chez lui. Et donc, quand il est arrivé, les gens sont arrivés. Mais du coup, rentrer chez quelqu'un pendant qu'il n'est pas là sans lui demander, dans certaines cultures, c'est OK, c'est habituel. Et puis dans d'autres, bah, c'est moins habituel. Et puis dans d'autres, c'est carrément une espèce de péché, d'impolitesse, etc., etc. Donc voilà, mais je ne vais pas tous les lire, mais par exemple, le rapport au travail et l'incitation au travail. Plusieurs personnes ont été étonnées parmi nous, dans l'association, que les personnes ukrainiennes en arrivant, elles ne voulaient surtout pas être dépendantes de nous, elles voulaient, pour certaines, elles voulaient surtout ne pas être dans une position où elles sont en situation d'avoir besoin d'aide et travailler tout de suite, alors que pour certaines, elles sont blessées, épuisées, etc. etc. Et du coup, je ne sais pas quelle est la réponse, mais je fais l'hypothèse que dans le rapport au travail, le rapport à la dépendance, on n'est pas à l'aise pareil entre les Français de manière générale et les Ukrainiens, Ukrainiennes de manière générale. Voilà, je ne sais pas si en lisant ça, je vais en relire quelques-uns, ça vous évoque déjà des choses que vous avez pu rencontrer avec les Ukrainiens. La conception de la propreté, la séduction, la théorie de la maladie, ah si, j'en ai eu un là, sur la maladie, le langage corporel, la perception de soi, les expressions du visage, la gestion des émotions, la conception du passé et de l'avenir, la préférence pour la compétition ou la comparaison, le degré d'interaction sociale, etc., etc. Donc tout ça, ça échappe à la perception immédiate. Et si ça échappe à la perception immédiate, ça veut dire que potentiellement, il y a du quiproquo
Et donc, il y a du choc, voire du conflit interculturel, plutôt qu'une rencontre culturelle un peu apaisée. On accueille une dame qui a perdu toute sa famille dans les bombardements la semaine dernière, qui va vraiment pas bien, qui a l'impression qu'elle suffoque quand elle est dans la chambre parce qu'elle dit que la fenêtre est trop petite, qu'il n'y a pas assez d'air dans la chambre. On a commencé à lui dire que peut-être c'était intéressant d'aller discuter avec un psychologue, etc. Et en fait, elle a refusé tout net parce qu'elle ne s'est jamais soignée qu'avec de l'ail. Donc, elle a des gousses d'ail sous son oreiller en ce moment, là, à Chalin, je ne sais plus où. Et donc, dans son mode de pensée à elle, tout médicament, monde médical ou paramédical, est quelque chose d'inconcevable. Donc là, pour le coup, on se retrouve sur quelque chose qui est un petit peu confrontant parce que nous, on a l'impression, peut-être du jugement, mais qu'elle ne va pas bien et qu'on pense que ce serait quand même bien qu'elle en parle à un spécialiste. Et elle, dans son référentiel, ce n'est pas envisageable. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, ça. Voilà, puis le deuxième tableau, si vous voulez, donc c'est l'élément culturel dont nous sommes relativement conscients, c'est la même chose, hein, et puis dont nous sommes moins conscients. Et alors, ce qui est important, voilà, c'est ce que rajoute ce deuxième tableau, c'est qu'il y a une composante émotive assez importante quand on se rend compte que c'est pas la même manière d'aller aux toilettes, de manger ou de jouer, bah c'est important. Mais quand on se rend compte qu'on n'a pas le même rapport à la vie, à la mort, à la protection de l'enfance, des seniors, etc., ça nous remue d'autant plus parce que ça remet en question notre perception du monde. C'est ce qu'on appelle un conflit cognitif. Quand vous êtes persuadé qu'il faut éduquer vos enfants d'une certaine manière et que vous découvrez à l'autre bout du monde une manière complètement différente d'élever les enfants, avec par exemple dans certaines tribus amazoniennes où il n'y a pas du tout la notion d'adolescence, où la sexualité se découvre dès la puberté, toutes ces questions-là, eh bien ça peut être assez bousculant pour soi parce que ça remet en question des choses qu'on pensait être des acquis. Ça vous parle? N'hésitez pas, si ça vous parle pas trop et si vous vous dites non mais c'est pas ça que je voulais ce soir, à nous faire un petit coucou et à filer faire d'autres choses. Il n'y a pas du tout de gêne à avoir. Et pour ceux et celles qui venaient découvrir la culture ukrainienne ce soir, je comprends tout à fait que ce soit pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Sur cet iceberg, quelqu'un veut réagir? Non. Vas-y Sophie. Peut-être juste que la limite entre le culturel et l'individuel est quand même très très floue. Enfin, je veux dire, oui. C'est difficile de savoir si c'est vraiment une généralité ou pas. Enfin, tu parlais par exemple de compétition ou de coopération. Est-ce que les Français sont dans la compétition ou la coopération? Bon, après, individuellement, on a tous nos valeurs, quoi. Enfin, c'est compliqué quand même bon, sur l'alimentation, les modes de vie et tout ça, c'est plus simple, mais sur le fond des valeurs ou des choses comme ça, on peut se poser la question de savoir si c'est culturel ou individuel, quoi. Oui, et puis on peut aussi se poser la question, est-ce que la culture française est une? Bah oui, pas du tout. Et en fait, au sein de la culture française, il y a des gens qui sont dans des environnements humains où quasiment tout le monde n'a pas la télé, préfère la coopération à la compétition, s'intéresse aux médecines alternatives, et où des fois, quand tu es dans cette bulle-là et que tu rencontres quelqu'un d'une autre bulle, tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Il vit comme ça, je ne m'y attendais pas, quoi. Et moi, par exemple, sur la question de la télé, je sais que je connais peu de gens qui ont la télé à la maison. Quand je croise quelqu'un à qui je dis ça, il y a des personnes que je croise qui sont très étonnées parce qu'elles disent, ah bah tiens, je connaissais personne qui n'avait pas la télé. Donc des fois, on vit un peu en bulle et puis ça fait des clivages aussi. Alors plutôt que de faire, on n'a pas besoin d'aller très loin pour faire du choc interculturel, hein. On a tout un tas de chocs à l'intérieur de la France sur des questions de médecine, par exemple, de rapport à la science, de rapport à la croyance, de définition de qu'est-ce qu'un fait, qu'est-ce qu'une opinion, qu'est-ce qu'une croyance. Je vous renvoie à quelques polémiques récentes autour de la pandémie et du vaccin. On avait des bons clivages culturels à l'intérieur même de nos pays, de nos familles et de nos villages. Et du coup, pour continuer, quelqu'un veut encore rebondir sur l'iceberg? Bah, Vas-y Claire, je t'en prie. Ah oui, éventuellement, j'ai accueilli plusieurs fois des Russes et je suis allée plusieurs fois en Russie. Et il y a une chose qui est très différente, mais là, c'est lié au système politique, c'est la liberté de la parole. Quand je me promenais en ville à Tarare avec une Russe, et puis, je ne sais plus, on parlait du président ou d'un ministre, mais comme ça, tout fort dans la rue. Elle était très choquée et elle me disait que pour elle, c'était impossible de donner son avis tout fort, tout haut. Voilà. Et que
même si on sait qu'ils sont bridés complètement, en fait, ils peuvent être écoutés par n'importe qui, dénoncés, et même si c'est longtemps après vraiment les périodes, on va dire hard, c'est redevenu comme c'était avant, a priori maintenant en Russie. Mais voilà, il y a ça aussi. Et donc les Ukrainiens, je pense qu'ils ont une liberté de parole bien plus libérée que peuvent avoir les Russes. Mais je l'ai connu ça qu'avec les Russes. Ok. Et après, c'est vrai que dans ce que tu dis, c'est intéressant aussi de se dire que les choses évoluent et que, par exemple, en Ukraine, il y a 10 ans, c'était quand même compliqué d'avoir une expression publique divergente par rapport au gouvernement, que ça a évolué depuis 10 ans. Et c'est aussi en partie ce qui explique la situation géopolitique actuelle sur place. Mais donc, une culture peut aussi évoluer. Lénaïque ? Bah justement, nous, on a... En fait, en parlant avec Vlad et Lucie Lyubov, donc elle est arrivée lundi, et avec d'autres Ukrainiens arrivés. Donc, Vlad était étudiant à Moscou là, depuis quelques années. Sur le coup, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas le droit de parler une autre langue que le russe et l'ukrainien. C'est-à-dire qu'il parle très bien anglais. En fait, il ne l'a pas appris à l'université ni à l'école. Lucie, qui est donc plutôt côté Kharkiv, c'est pareil. Elle parle un peu anglais, mais c'est pareil. C'est tout par eux-mêmes qu'ils ont appris des langues comme ça, en fait. C'est interdit. Ils n'avaient le droit de parler que russe, voire ukrainien, en fait. Et même si Vlad était en train de faire des études de mathématiques ou d'informatique quand même assez élevées, quoi. En fait, il y a pas mal de choses en parlant. Soit ils sont arriérés, façon de dire, sur l'art musical ou quoi que ce soit par rapport à l'Europe de l'Ouest. Ils découvrent des choses plus tard que nous, puis assez choisies. Tandis que, et aussi justement au niveau du langage qu'ils ont le droit de parler. Et par contre, par exemple, d'autres Ukrainiens qui étaient plus en vie à l'ouest de l'Ukraine, eux, oui, on sentait clairement qu'il y avait, pas que c'était débridé, mais qu'en tout cas, ils avaient un petit peu plus de liberté. Et même au niveau des institutions ou de l'accès à des livres écrits en ukrainien. Et ça m'évoque ce que vous dites, Claire et Lénaïque, la différence aussi entre ce qui est culturel et ce qui est du conditionnement. Je n'arrive pas, moi, à faire rentrer dans le culturel l'oppression de la femme par l'homme. Et du coup, quand on a des femmes, par exemple algériennes, dans les environs de Tarare, qui viennent s'installer à Tarare et qui, pendant des années, continuent de penser que si elles sont face à un homme, elles ne peuvent pas avoir raison, je ne pense pas que ce soit le poids de la culture, je pense que c'est le poids d'un conditionnement de l'oppression de l'homme sur la femme. Et du coup, il y a deux choses. Il y a la rencontre interculturelle, mais il y a aussi l'accompagnement, parfois, à la déconstruction des oppressions, des conditionnements et à l'émancipation. Pas pour dire que mon rôle, par exemple, est de contribuer à l'émancipation des gens que je vais recevoir, mais on peut aussi se dire qu'ils font un chemin, parfois, de déconstruction d'une représentation qui est, par exemple, je n'ai pas le droit de dire du mal des hommes politiques de mon pays ou du pays dans lequel je suis, et qu'ils découvrent autre chose. Alors, ça les bouscule vachement, parce que ça remet en question comment ils ont vécu pendant quelques années. Et du coup, il faut parfois accepter, des fois, d'être un élément sur le chemin qui leur permet de déconstruire ces oppressions ou ces conditionnements, mais accepter aussi que ça prenne du temps et que ce soit bousculant. Je ne sais pas, mais j'imagine que quelqu'un qui sort de Corée du Nord aujourd'hui et puis qui arrive ailleurs et puis qui se rend compte que tout ce qu'on lui a dit dans les médias sur le reste du monde depuis 40 ans, c'était faux, ça doit être quand même assez déstabilisant. Je partage mon écran à nouveau pour vous donner 2-3 pistes. Donc, du coup, comment on fait? Il y a la question de la réciprocité et de l'échange. Il ne faut pas que ce soit à sens unique. C'est pas les Ukrainiens, ils viennent en France, ils apprennent tout ce qui se passe en France, point, et ils oublient leur culture. Parce que là, ce serait une démarche d'assimilation, telle que ça a été longtemps pratiqué. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du Québec, où ils ont enlevé tout un tas d'enfants de leur famille pour les mettre en foyer. Ils avaient interdiction de parler leur langue, de pratiquer leur sport, de chanter leur chant jusqu'à 20 ans pour être sur quelque chose qui était de l'effacement de leur culture. Donc là, c'est vraiment une politique d'assimilation. Historiquement, que ce soit vis-à-vis du handicap ou vis-à-vis des personnes des étrangers, il y a eu de l'exclusion, de l'assimilation, un petit peu plus tard de l'intégration et puis encore plus tard de l'inclusion. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre intégration et inclusion, ça vous parle ou
L'intégration, ce serait de dire à nos invités ukrainiens, nous, notre société, la maison, la cuisine, elle est comme ça, tu fais avec, puis on va te faire de la place, puis on va t'aider à t'y faire. L'inclusion, ce serait de dire, ah, tu fais la cuisine avec des petites casseroles, pour prendre l'exemple de Claire, bah, peut-être on peut aller ensemble acheter des petites casseroles pour que bah, tu m'apprennes aussi à faire des petites casseroles, enfin à faire de la cuisine dans des petites casseroles, mais que finalement, on repense l'environnement avec ce que tu apportes de nouveau. L'inclusion, c'est ce qui a permis de brasser finalement les cultures et de permettre aux gens d'arriver avec leur richesse et de créer quelque chose de nouveau. Si je prends ce petit graphique-là, qui vient pour ceux que ça, et celles que ça intéresse, d'un auteur qui s'appelle Shuguronsky, qui a travaillé sur les apprentissages formels, non formels et informels dans le cadre de rencontres interculturelles, un bouquin qui s'appelle 20 000 lieux sous l'interculturel. Quand vous voyagez à l'étranger, quand vous étiez en Erasmus ou je ne sais pas quoi, vous avez peut-être accordé plus ou moins d'importance à votre propre culture et plus ou moins d'importance à là où vous êtes accueilli. Je reprends l'exemple de Élodie, par exemple. Je ne sais pas si tu buvais du coca autant que les personnes qui t'ont accueilli, ou si au contraire, tu étais en rejet et surtout, tu n'y touchais pas, ou un peu l'entre-deux. Mais du coup, si on accorde beaucoup d'importance à la culture de notre pays d'origine et aucune à la culture de là où on est accueilli, on est dans un système de ghettoisation. Il y a certaines populations qui s'intègrent, qui s'incluent de manière assez facile. Il y en a qui sont dans une procédure de ghettoisation où elles vont vivre entre elles et au bout de 10 ans, 15 ans en France, 20 ans en France, elles ne vont pas parler quasiment un mot de français. Et c'est très, très variable, par exemple, entre les Algériens, les Marocains et de l'autre côté, les Turcs. Il y a beaucoup par exemple autour de Mâcon, de femmes turques qui sont dans l'idée que faire des choses avec les Français, ça, c'est pas bien. Et moi, j'ai travaillé avec certaines femmes turques qui venaient passer le BAFA, et qui venaient de ces communautés, qui disaient surtout, vous ne le dites pas aux autres, parce que si elles le savent, elles ne voudront plus me parler. Parce que tout ce qui sort de la communauté turque et apprendre le français et faire des choses en lien avec la France, pour ces femmes dans les environs de Mâcon d'origine turque, c'était quelque chose d'impensable pour la communauté. Donc il y a cette ghettoisation, choisie ou subie. Si on accorde beaucoup d'importance à la culture de là où on est accueilli et pas beaucoup d'importance à la culture de notre pays d'origine, c'est vraiment de l'assimilation. Il y a certaines personnes qui sont en rejet et de leur culture parce qu'ils sont partis d'un pays et de la culture du pays où ils arrivent, c'est assez rare, mais c'est de la double exclusion, puis ça va même mener des gens à une forme d'errance. Et puis, il y a un truc assez chouette qui est accorder de l'importance à la culture avec laquelle on est arrivé, avec laquelle on a grandi, et puis la culture du pays dans lequel on arrive. Et c'est ce qui a donné naissance au jazz, à la pizza au foie gras, ou que sais-je encore. Enfin, vous voyez, un truc où finalement, j'arrive moi avec des choses, je m'intéresse aux choses qui existent, et puis je fais un mélange, et de ce mélange naît quelque chose de créatif. Donc, c'est la double inclusion créative, quoi. Ça vous parle, ce petit schéma? Et donc, je pense qu'à la fois, c'est intéressant d'accompagner les personnes qu'on accueille dans dans éviter l'assimilation, en disant non, pour me faire plaisir, tu n'as pas besoin de tout oublier qui tu es et ce que tu es. Moi, ça m'intéresse d'entendre de la musique ukrainienne. Viens, si tu veux, fais-moi écouter un artiste ukrainien. Ça m'intéresse d'apprendre quelques mots, et puis moi, je t'apprends quelques mots. Et là, du coup, on est sur de l'échange un petit peu d'égal à égal, et on n'est pas sur quelqu'un qui arrive et qu'on essaye d'assimiler en disant, il faut que tu apprennes à manger français, à dormir français, à travailler français, etc., etc. Parce que là, ce serait de l'assimilation, et potentiellement, c'est un petit peu violent. Donc voilà, donc il y a cette reconnaissance de la valeur de la culture de l'autre, mais aussi mettre en valeur la culture qui est la vôtre, donc reconnaître la culture de la valeur de la culture de l'accueilli, et puis mettre en valeur votre culture aussi, être dans une certaine écoute empathique, donc sans jugement, sans comparaison, en disant « Ah bon, tu fais comme ça? Ben, nous, on fait comme ça, c'est mieux. » Alors certainement, vous qui êtes là ce soir, vous n'êtes pas dans cette idée, mais on le voit quand même souvent. Donc, arriver à être sans jugement et à confronter des référentiels et accepter les différences, voilà, on ne va pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de manger des grenouilles à manger des grenouilles. Par contre, l'aider à concevoir que oui, on peut manger des grenouilles et que ce n'est pas forcément plus dégoûtant que de manger une crevette, une moule ou que sais-je, ça peut faire partie de cette rencontre et puis de cette rencontre un peu inclusive. Voilà, puis j'ai mis un lien vers
le Wikipédia qui parle du mot interculturel. L'article est court, mais j'ai regardé, je le trouve assez correct. Et puis, si vous avez d'autres liens, n'hésitez pas. J'ai mis dans le chat de Zoom le lien vers le mur Klaxoon, sur lequel il y a ces petites choses sur l'interculturalité. Et puis, je vais vous mettre dans le chat aussi l'iceberg. Voilà, moi j'ai un petit peu présenté ce que je voulais présenter. Est-ce que vous voulez rebondir, dire ce que ça vous fait, ou donner des petites anecdotes sur les rencontres que vous avez avec d'autres gens que les Ukrainiens ou les Ukrainiens, ou poser des questions sur comment ça se passe et ça peut se passer, la rencontre avec les Ukrainiens? Alors moi, je veux bien intervenir. Ma sœur habite en Australie depuis, je sais pas, 20 et quelques années. Et comme en France, tout de suite, elle a fait des grandes attablées, elle invitait du monde, comme on vit chez nous le dimanche, par exemple. Mais elle n'était jamais invitée parce que les grands repas n'existent pas du tout là-bas. Et au bout de 10 ans, elle n'était toujours pas invitée, mais elle invitait toujours autant parce que d'abord, elle voulait faire connaître ça à ses filles, à ses enfants, ses 3 enfants, et elle a un garçon aussi, pardon. Et en fait, là, au bout de 15 ans, et ben, finalement, les Australiens amoureux de la table de ma sœur ont commencé de l'inviter, mais ça a pris énormément de temps. Mais ils avaient tellement de plaisir à être invités chez elle que finalement, ils sont arrivés un petit peu à prendre un peu de la culture française. Et puis, voilà, il y en a qui invitent maintenant beaucoup plus qu'avant. Ok. Les autres, est-ce que vous voulez faire part d'un petit témoignage de rencontre interculturelle, ou dire en 2 mots ce que vous avez retenu de ces 3 quarts d'heure de réflexion sur la rencontre interculturelle, Christophe? Oui, vous m'entendez là, oui? Très bien. Bon, d'accord. Oui, moi j'ai eu une anecdote en Chine où j'ai passé pratiquement une semaine complète avec un interprète et avec un collègue de boulot. Et à la fin de la semaine, on a vraiment eu des rapports importants, parce qu'on a fait beaucoup de voyages, etc., dans le domaine professionnel. Et à la fin, on a voulu inviter à manger notre interprète. Et c'était une erreur à ne pas faire, mais on ne le savait pas. Et c'était juste, ce que je voulais dire, c'est que nous, on l'a fait dans notre culture et on ne savait pas que ça ne se faisait pas, que c'était interdit. Il a tenu à payer. On a su après que pratiquement, il a payé plus cher que tout ce qu'il avait gagné dans la semaine avec nous. Ah ouais. Mais parce que c'est interdit d'inviter. Et ce que j'aimerais dans le cadre de l'Ukraine, c'est qu'on ait une certaine ouverture d'esprit pour ne pas faire des bêtises de ce type-là, où chacun est venu avec sa bonne foi. Et pour nous, c'était vraiment sur le cœur qu'on l'a fait en bienveillance, et c'était une erreur monumentale, quoi. Carrément. Et du coup, ce sera intéressant aussi de suivre la petite formation, si vous êtes dispo, ou sinon vous la regarderez en replay, sur la découverte de l'Ukraine et les Ukrainiens. C'est le 14 avril, donc à 20h, donc c'est la semaine prochaine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez un Ukrainien ou une Ukrainienne francophone autour de vous, à lui proposer d'intervenir, parce que pour le moment, je n'ai pas beaucoup préparé cette soirée de formation. Mais ce que tu dis, Christophe, ça me fait penser à une autre situation. J'étais au Mali, moi, et c'était un conseil de village, on était tous en train de discuter tout ça, puis il y avait un monsieur qui était assez âgé et qui avait le palu très très fort. Et donc on était tous assis, puis lui se lève, puis il fait 5 mètres, 10 mètres, puis il tombe, il se relève, il était à 4 pattes, il galérait, personne ne l'aidait. Et du coup, moi j'étais avec la personne qui me logeait, je lui dis, mais personne ne va l'aider, il faut aller l'aider. Et du coup, le gars que j'accueillais est allé l'aider. Et j'ai su, pas la même année, l'année d'après, que c'était porter atteinte à l'intégrité de cette personne que d'aller l'aider, et que ça se faisait pas du tout, en fait. Et du coup, moi, j'avais contrevenu un petit peu à l'ordre social des choses, de manière très impolie, en incitant mon logeur à aller aider cette personne qui se traînait à 4 pattes. Alors ça me choque, hein, mais du coup, j'aurais mieux fait de taire et puis de laisser cette personne galérer jusqu'à chez elle, pour pas qu'elle soit encore plus blessée par le fait d'avoir été aidée, alors que ça se fait pas, quoi. 20h57, on va peut-être conclure. Ça vous a plu, ça vous a pas plu, ça vous sert pas? Comment c'était pour vous? Ouais, Sophie, les laïcs, je vois lever le pouce en l'air. Ouais. Laurie, ouais.
Ouais, non, juste pour dire, c'est toujours intéressant de prendre du recul. Enfin, je pense que, voilà, enfin, moi, j'ai pas mal voyagé et tout, donc je me dis que je peux connaître, mais je trouve que c'est toujours intéressant de se dire qu'en fait, non, et puis les sujets peuvent tellement varier d'une culture à l'autre que c'est vrai que rien que de les relire, je trouve ça assez intéressant. Et après, c'est aussi dans la rencontre avec les Ukrainiens que vous allez cheminer et apprendre des choses. Et on va essayer très vite, là, d'ici la semaine prochaine maximum, de mettre en place des groupes d'échange sur la pratique d'accueil pour les accueillants, pour que vous puissiez échanger sur vos questionnements, vos doutes, vos difficultés, et puis notamment sur toute la dimension santé mentale, parce qu'il y a des gens qui vont pas bien, et puis il y a des accueillants qui déjà ont un attachement affectif un peu fort, et du coup, voilà, pour aider à prendre du recul. Donc c'est pas des formations, c'est des séances un peu de cercle de parole, quoi, mais où vous allez pouvoir aussi échanger là-dessus. Thierry, tu voulais prendre la parole ? Oui, tout d'abord pour te remercier parce que c'est très, très intéressant tout ce que tu nous as dit, toutes ces pistes de réflexion. Et je m'aperçois qu'on peut aussi tout à fait les utiliser dans notre propre société. Carrément. C'est tout ce qu'on a vu ce soir, c'est valable par exemple parfois dans la rencontre intergénérationnelle, par exemple, qui est une autre forme de rencontre interculturelle. Oui. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur vraiment l'accueil, les choses comme ça, n'hésitez pas à vous tourner vers vos coordos. Si vous n'avez pas de coordos identifiés, si vous ne savez pas si c'est Sébastien ou Julien ou Lénaïque ou Katia, enfin bref, je ne vais pas lister les 10, n'hésitez pas à me le faire savoir aussi, que je puisse continuer à boucher les trous de la raquette pour que notre dispositif fonctionne le mieux possible. Et puis voilà, prochaine formation donc le 11 avril, je crois que c'est lundi prochain à 20h30 sur la communication et la coopération avec les collectivités et les élus locaux et la population locale. C'est une manière un petit peu diplomatique de dire comment on fait quand on est entouré par des voisins racistes pour faire un accueil quand même de qualité et contribuer un tout petit peu à de l'éducation populaire dans son quartier. Voilà, je ne sais pas comment vous accueillez ça, mais c'est un petit peu aussi l'idée. Et puis 14 avril, donc dans 7 jours, découverte de l'Ukraine et des Ukrainiens. Et puis on en mettra d'autres en place. Et puis donc ces groupes d'échange de paroles pour des gens qui accueillent ou qui autour des accueillants contribuent à l'accueil. On pense que c'est important parce que voilà, il y a des choses qui se passent et n'hésitez pas à être en soutien et notamment si vous vous rendez compte, ça c'est le dernier petit peut-être conseil que je peux donner, si vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a des gens qui accueillent et qui commencent à être chargés affectivement, il faut les aider à décrocher. Ce que je disais au cordeau aujourd'hui, c'est qu'il faut au maximum que les accueillants ils fassent le moins de choses possible en fait. Parce que c'est déjà beaucoup ce qu'ils font d'accueillir chez eux. Donc, s'ils passent en plus toute la journée, qu'ils font l'administratif, qu'ils s'inquiètent de la scolarisation des enfants, qui sont toute la journée dedans, ça fait un attachement affectif, ça fait une charge émotionnelle qui est quand même très, très importante. Donc, s'ils peuvent s'occuper de la pension complète comme s'ils faisaient table d'hôte et gîte et pas trop le reste, et ben ça les préserverait un petit peu d'un attachement affectif et d'une charge émotionnelle un peu trop importante. Donc, si parmi vous, il y a des bénévoles, des accueillants, pensez-y. Ça peut être, par exemple, dire ce soir, c'est moi qui viens chez toi. Toi, tu fais autre chose, tu ne les vois pas. Et moi, je m'inquiète du repas, je passe du temps avec eux. Mais toi, tu fais autre chose et tu retrouves ta sphère privée. Et les accueillis sont de leur côté avec moi. Donc, voilà, c'est une petite piste, petite réflexion comme ça. Lénaïque ? Ton micro est coupé. Après, alors autant, on va dire, sur les premiers accueillis, c'était plus simple. Autant, c'est vrai que là, depuis donc, lundi, la charge émotionnelle et en tout cas les besoins qu'ont eu les accueillis étaient tels que c'était incommensurable. Enfin, même moi, que ce soit lundi, mardi, j'ai réellement commencé à atterrir et puis à un peu ranger toutes les affaires comme il faut, bien à partir de mercredi, parce que toutes les infos que j'avais, c'était surréaliste. Ouais. C'était surréaliste, et en fait, on s'attache à quelqu'un même Tatiana qui a géré lundi après-midi, lundi soir, elle était sidérée. Ouais. D'autant plus qu'elle avait de la famille en Ukraine, quoi. Et c'est vrai que
je pense que tous ceux qui ont participé à la journée de lundi, elle a été surréaliste. Elle a vraiment été surréaliste, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra ces groupes de parole pour que vous puissiez en parler, prendre du recul là-dessus, digérer ça, quoi. Ouais, Joris, est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Vous m'entendez? Oui, vas-y, Élodie. Ouais. Je me permets de réagir quand même sur ce que tu as dit concernant l'aide, la boucle et tout ça. Donc là, nous, ça fait on était depuis lundi. Et en fait, je me rends compte que finalement, les propositions d'aide, la gestion des gens qui passent, la gestion des messages m'épuisent plus que l'accueil. Ok. Donc, en fait, chacun le vivra différemment, mais ça, c'est hyper chronophage pour le coup. Et des fois, je me dis, mais en fait, je m'en sortirais quasi peut-être mieux toute seule que finalement, j'ai 18 messages à répondre dans la journée. J'ai 12 appels auxquels il faut que je parle entre 5 minutes et une demi-heure au téléphone. Et que du coup, au final, si j'enlève tout ça, je regagne 3 heures dans ma journée qui peuvent être pour moi. Alors après, il y a l'art et la manière d'aider. C'est là-dessus que voilà. Alors, les aidants sont super, évidemment, sauf que des fois, quand on est trop, et ben, finalement, voilà, c'est contre ça. Des fois, moi, j'ai senti que ça pouvait être contre-productif. Ok, c'est important c'est hyper important que tu le dises parce que ça nous permet aussi. Et encore une fois, j'ai des aidants qui sont là sur la réunion et ne vous sentez surtout pas pas concerné personnellement. Non, c'est pas du reproche que tu fais aux personnes. C'est un ensemble de choses qui font qu'au final, dans la journée s'avère pour moi encore plus épuisante si j'ai beaucoup d'aidants qui passent dans la journée. Et c'est ballot de le dire. Voilà, mais bon, il me semblait que ça avait une importance. Voilà. Carrément, et puis on en parle. De toute façon, important à discuter. Depuis lundi, il y a clairement le côté, comment on dit ça, ça a tellement été puissant qu'en fait, on se rend compte clairement, depuis hier, on va dire le temps qu'il faut clairement caroubler les hébergeants, la personne majeure qui est, parce qu'il faut essayer de les couper, de les préserver de tout justement ces petits trucs, je sais pas, des groupes peut-être trop gros, trop machin, tout de suite déjà les mettre un peu de côté et éviter qu'ils soient parasités par les autres boucles ou par des groupes un peu plus gros. Ça, c'est sûr. Mais ça peut être une hypothèse, que l'accueillant principal ne soit pas dans la boucle WhatsApp et que ce soit du coup qu'il y ait juste une personne qui, une fois par jour, 5 minutes, appelle l'accueillant principal en disant comment ça va, tu as besoin de quoi? Ah, tu as besoin de ça et ça, attends, je vois avec les autres, je discute dans la boucle WhatsApp. Donc ça peut être une évolution possible aussi. Il est 21h05, si ça vous va, on va conclure là-dessus. Je vais arrêter l'enregistrement.